Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Outre-terre, le voyage d'Hélo, c'est le titre de l'ouvrage que vient de faire paraître le journaliste et écrivain Jean-Paul Kaufmann. Et il est aujourd'hui votre invité, Franck Ferrand. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Bienvenue, cher Jean-Paul Kaufmann. On vous savait amoureux de littérature et de grand vin. Je vous ai découvert dans ce livre passionné de Napoléon. Je suis heureux de pouvoir, grâce à vous, faire revivre à nos auditeurs la très ambiguë bataille d'Hélo. Nous allons nous projeter dans un instant dans le brouillard enneigé d'Hélo. Et puis, à propos de bataille, tout à l'heure, à la fin de l'émission, je répondrai à la question de Jérôme sur les origines de l'expression « le banc et l'arrière-banc ». Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Ce jour-là, Napoléon a failli tout perdre. Oui, la bataille dont nous allons parler aujourd'hui aura été l'un des combats terrestres les plus sanglants de l'ère napoléonienne, en même temps que, sans doute, la bataille la plus périlleuse qu'ait eu à conduire l'empereur. Nous sommes le 8 février 1807 à Eylau. Eylau, à l'époque, se trouve en Prusse orientale. Aujourd'hui, ça fait partie de la Fédération de Russie. L'Empire français affronte à ce moment-là et les Russes et les Prussiens dans des conditions climatiques, puisque je vous dis qu'on est en Prusse orientale au mois de février, vous imaginez des conditions très difficiles, une neige constamment balayée par un vent glacial, des brouillards tenaces et très froids, bien entendu. Tout cela va contribuer à l'indécision de la situation et de cette bataille. Alors, la bataille d'Eylau, sans vouloir faire un cours d'histoire, ce serait déplacé ici, mais cette bataille s'inscrit dans une guerre qui, entre 1806 et 1807, oppose Napoléon, oppose l'Empire français aux forces de la quatrième coalition, une quatrième coalition qui a été voulue par l'Angleterre pour combattre l'influence de plus en plus disproportionnée de la France sur le continent. L'élément déclencheur des hostilités, ça a été la création par Napoléon, en 1806, de la Confédération du Rhin. On était là au lendemain de sa victoire magnifique d'Austerlitz, bien entendu. Austerlitz, l'anniversaire du sacre, bien entendu, le 2 décembre 1805. Donc l'Angleterre, avec la Suède, certes, mais aussi la Prusse et la Russie, va déclarer la guerre à l'Empire français. On déclare la guerre dès le 1er octobre 1806 et 10 jours plus tard, les combats commencent. Cette guerre est marquée d'entrée de jeu par deux importants succès français. Face aux troupes prussiennes qui, pour le moment, sont seules présentes, elles sont écrasées, ces troupes prussiennes, à Jena et à Auerstedt, donc sur des territoires allemands. L'avantage numérique, les qualités tactiques des Français ont fait la différence. On est donc bien placé pour avancer vers Berlin, bien entendu. Berlin, capitale de la Prusse. La route est ouverte et de fait, la ville est atteinte à la fin du mois d'octobre par les troupes françaises. Alors, avant d'affronter les Russes, l'empereur voudrait mettre l'Angleterre en difficulté pour affaiblir son ennemi. Il va décréter le fameux blocus continental le 21 novembre. Il s'agit d'empêcher toute forme d'exportation envers l'Angleterre. Et ça marche dans les deux sens d'ailleurs. Le but est d'isoler l'île britannique, d'affamer les Anglais. Et il va pouvoir s'occuper, dès qu'il le peut, de son autre grand adversaire, celui qu'il redoute véritablement, l'adversaire russe. La grande armée de Napoléon Ier, cette grande armée est divisée en plusieurs corps distincts. On s'avance à travers la Pologne vers les Russes, bien entendu. On va s'affronter probablement en Pologne. Les troupes russes sont dirigées par le général Lefin August von Bennigsen. Bennigsen est un général d'origine hanovrienne, c'est un Allemand d'une certaine manière, mais depuis Catherine II, il travaille pour les Russes. On peut donc le considérer maintenant comme un général russe d'une certaine manière.
Les troupes russes se sont avancées discrètement dans le nord de la Pologne. Elles vont rencontrer le corps d'armée du maréchal Bernadotte, Jean-Baptiste Bernadotte. On est là en janvier 1807. Quand Napoléon l'apprend, il ordonne au corps d'armée de Bernadotte et à celui du maréchal Ney, Michel Ney, de se replier sans combattre. Le but de Napoléon, c'est d'attirer le plus possible les forces russes pour pouvoir leur tomber dessus massivement, pour pouvoir les attaquer sur leur flanc. Seulement, les Russes sont au courant, parce qu'ils ont intercepté le message qui était destiné à Bernadotte. Ils connaissent donc maintenant le plan de l'empereur, et bien entendu, ils vont tenter de le déjouer. Bennigsen, aussitôt, ordonne la retraite. C'est un jeu de chat et de souris, en fait, sur ces territoires polonais. Napoléon et Bennigsen ne sont pas contents du reste d'avoir à évoluer sur ce territoire polonais. Il faut imaginer des champs de bataille éventuels qui sont de très grandes étendues, très plates, avec des étangs, des ruisseaux, toutes sortes de marécages qui ne sont pas toujours visibles, notamment du fait des brumes permanentes. Il y a beaucoup de boue, ce qui rend les déplacements pénibles pour les troupes. Et puis surtout, on est dans des espaces quasiment déserts, c'est-à-dire qu'il y a très peu de villages qui puissent aider à l'hébergement et surtout au ravitaillement des troupes. Le temps joue évidemment contre l'empereur des Français, puisqu'il est très loin de ses bases d'une certaine manière. Et les Russes vont jouer avec lui, ne cessent de se dérober en attendant l'énorme renfort des Prussiens, bien entendu, ces troupes du général Lestock qui doivent arriver, qui représentent des milliers et des milliers d'hommes. De Bennigsen, Victor Hugo disait « Il ne savait qu'une chose, approcher et fuir ». C'était vraiment ça. Je vous dis, il joue comme ça avec les nerfs de Napoléon, qui décide de diriger ses troupes vers Königsberg, là où se trouvent les approvisionnements russes. Le but, évidemment, c'est de contraindre son adversaire à intervenir. On va mettre fin au petit jeu et ça va bientôt être l'heure de vérité. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Europe 1, au cœur de l'histoire. 14h-15h, Franck Ferrand. Et cet après-midi, nous sommes dans le nord de la Prusse orientale, puisque Franck, vous avez décidé de nous faire revivre la bataille d'Eylau. C'était le 8 février 1807 et la bataille va commencer, Franck. Bennigsen sait de son côté, le général qui est à la tête des armées russes, sait que les renforts prussiens doivent arriver. C'est une question de jours, peut-être même une question d'heures. Le 7 février, il choisit d'installer ses hommes dans la plaine d'Eylau, grande plaine découverte. Les Russes ont un centre bien garni qu'ils ont disposé sur les hauteurs. On va voir tout à l'heure le rôle du cimetière et de l'église, bien entendu, d'Eylau dans toute cette affaire. Bennigsen espère obliger les Français à faire porter le principal de leur effort sur le centre de son dispositif. Voici plutôt ce que nous dit Jean-Paul Kaufmann dans Outre-Terre. La veille de la grande bataille, le village d'Eylau est déjà le théâtre de violents combats. Conquis par les Français puis repris par les Russes, l'église et le cimetière, points stratégiques qui surplombent la plaine, vont tomber dans la soirée aux mains des soldats du 7e corps commandé par le général Augereau. Et Jean-Paul Kaufmann nous dit, le soir du 7 février, Napoléon reste encore incertain sur les intentions de l'adversaire. Jusqu'à présent, Bennigsen a cherché à l'éviter. Cette fois, il semble s'être arrêté sur ce village afin de se mesurer à lui. Napoléon devrait s'en réjouir. Mais dans ce combat à venir, il a besoin de rassembler les forces dont il dispose. Or, c'est loin d'être le cas. Davout est à une quinzaine de kilomètres d'Eylau. Ney, occupé à surveiller les Prussiens, se trouve à 35 kilomètres. Des courriers sont dépêchés pour les presser d'accourir. Face aux 82 000 soldats de Bennigsen, Napoléon ne peut en aligner que 64 000. Il est donc, ce qui est certes assez coutumier dans les campagnes napoléoniennes, en infériorité numérique. La bataille va commencer le 8 février à l'aube par d'abord une préparation d'artillerie importante. C'est un duel d'artillerie qui transforme le paysage en une sorte de cataclysme. Bennigsen a remarqué l'absence de Ney. Il envoie donc ses troupes à l'assaut de l'aile gauche de Napoléon. L'armée française va réussir à repousser l'attaque. Et puisque les événements ont l'air de tourner plutôt en sa faveur, Napoléon décide de lancer les hommes du maréchal Augereau sur le centre du dispositif russe. Ça, c'est ce qu'avait déjà d'ailleurs anticipé Bennigsen. Seulement,
c'est le moment de la tempête de neige, la célèbre tempête d'Eylau. Cette neige si épaisse qu'on ne distingue rien à 2 pas, nous dit le bulletin de la Grande Armée, numéro 58 en date du 9 février 1807. Ce sont les Français qui sont les plus gênés, tellement gênés que les troupes d'Augereau dévient complètement de leur trajectoire initiale. On se rend pas compte quand on avance comme ça dans un territoire sans repère et au milieu de la neige et du brouillard et du vent de la tempête. En fait, les troupes vont finalement se présenter non pas de face à l'armée russe, mais de flanc, avec des conséquences désastreuses pour les troupes du maréchal qui sont littéralement mitraillées, repoussées dans un grand désordre avant que la cavalerie russe ne vienne achever le travail. C'est affreux. C'est une action qui va coûter la vie à près de 1000 Français, qui en blessent plus de 4000 en très peu de temps. Et tout ça met Napoléon en difficulté. La situation devient vraiment pour lui critique. Une brèche vient de s'ouvrir dans son dispositif. Lui, encore une fois, est situé au sud du village d'Eylau, au niveau du cimetière. Le général Benningsen voit approcher l'heure de sa victoire, en fait. Il saisit l'opportunité. Napoléon, à ce moment-là, va tenter une action désespérée. Il demande à la cavalerie du risque-tout, Murat, de repousser l'assaillant. Nous avions raconté à ce même micro cet exploit de Murat. Va s'en suivre une des plus célèbres charges de cavalerie de l'histoire, peut-être la plus spectaculaire qu'a immortalisé Balzac dans son roman Le Colonel Chabert. Murat, à la tête de plusieurs milliers d'hommes, va parvenir à rompre l'assaut des troupes russes. C'est un exploit invraisemblable. Les troupes russes subissent par 2 fois les charges de la cavalerie française et elles vont être hachées sur place. C'est une action qui rend l'avantage à l'armée napoléonienne. Vous voyez à quel point c'est une douche écossaise, cette affaire, avec des coups de théâtre permanents. Le danger menace toujours. Les cavaliers de Murat ont défait la contre-attaque russe, ça vous l'avez bien compris, avec quelle maestria, quelle furia francese, si je puis dire. Mais ces cavaliers ne se sont pas aperçus qu'une colonne d'environ 4000 fantassins avait atteint le cimetière d'Eylau, où se trouve Napoléon et son état-major. C'est-à-dire que là, pour une des rares fois dans l'histoire de l'épopée napoléonienne, c'est Napoléon et son entourage proche qui sont directement menacés. Alors, il faut l'imaginer, évidemment, cette église, elle existe toujours, c'est devenu, on verra ce qu'elle est devenue d'ailleurs, une usine, c'est incroyable, et Jean-Paul Kaufmann décrit tout ça de façon étonnante. C'est une enquête qu'il a écrite, bien entendu. Napoléon est là, il n'a à sa disposition que quelques bataillons de la garde impériale pour s'opposer à une colonne russe. Autant dire, c'est vraiment David contre Goliath. Le combat a lieu dans le cimetière. C'est un combat d'une violence invraisemblable. Les soldats de la garde se battent maintenant au corps à corps. On se bat à la baïonnette. On peut dire que là, l'arme à feu a laissé place à l'arme blanche. Et tout ça va causer des dégâts, bien entendu. 4000 Russes sont tués. Enfin, peut-être pas tous tués. Les autres sont capturés, mais en grande partie tués. Ce qui veut dire que cette brèche dans le dispositif français a pu être colmatée. À l'aile droite du dispositif, le maréchal Davout va en profiter pour essayer une manœuvre de débordement, mais à ce moment-là, nouveau coup du sort, ou devrais-je dire, nouveau coup de théâtre. Alors, est-ce que les Français ont gagné cette bataille d'Eylau dont vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand? Eh bien, nous le saurons dans quelques instants sur Europe 1. Vous pouvez bien sûr participer à cette émission. Vous pouvez réagir et envoyer vos messages sur la page Facebook Au cœur de l'histoire ou sur Twitter avec le hashtag ACDH. Franck Ferrand revient dans un instant. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, sur Europe 1, nous sommes au cœur d'un épisode marquant des campagnes de Napoléon Ier. Vous nous racontez, Franck Ferrand, la bataille d'Eylau. Alors, on l'a vu il y a quelques minutes, une bataille qui a fait beaucoup de victimes, Franck. Les soldats de la garde ayant rétabli l'équilibre, si je puis dire, nous avons vu que Davout en a profité pour tenter une manœuvre de débordement quand survient une nouvelle incroyable. C'est l'apparition, au milieu du brouillard, il faut le dire, du corps prussien du général Lestock. Et là, d'un seul coup, de nouveau, on a l'impression que le sort incline différemment. Le maréchal français est en infériorité numérique, une fois de plus, et la lutte
qui va s'engager, une lutte qui va durer plus de 2 heures, peut-être même presque 3 heures. C'est une lutte presque désespérée. La résistance des hommes, là, est acharnée. Elle va permettre au maréchal Ney de se présenter sur le front. Et allez, voilà de nouveau un coup de théâtre. Vous imaginez quand même ce que c'est que cette bataille d'Eylau. C'est un des épisodes les plus fantastiques de l'histoire. Face au nouveau danger qui apparaît et face à la crainte de renforts dont il peut imaginer qu'ils seront très importants. En vérité, ils ne l'étaient pas, mais il aurait pu imaginer qu'ils l'étaient. Benningsen va choisir d'arrêter les combats et il fait sonner la retraite à la tombée de la nuit. Cela dit, on ne fait plus trop la distinction entre le jour et la nuit dans ce brouillard enneigé. La victoire est donc acquise à la France, si l'on veut. On va voir dans un instant avec mon invité ce qu'il faut en penser. Ce 9 février est un jour noir pour la Grande Armée. C'est l'un des chirurgiens de la Grande Armée, Percy, vous savez, qui parle de la boucherie d'Eylau. Et c'est vrai qu'on n'avait quasiment jamais connu jusqu'alors. On reverra ça plus tard, le lendemain de Borodino, pendant la campagne de Russie. On n'avait jamais connu quasiment de telles catastrophes. Ce 9 février 1807 restera, nous dit Jean-Paul Kaufmann, le jour le plus cauchemardesque de la Grande Armée, avec le lendemain de la bataille de Borodino, justement. Napoléon se rend compte de l'ampleur du massacre, lui qui d'habitude accorde un intérêt très relatif aux pertes et à ces questions, là va marquer le coup tout de même, pour la première fois dans toute cette histoire de l'épopée impériale, qui d'abord était une épopée consulaire, et même l'épopée du général Bonaparte. Bref, pour la première fois, il va s'attarder sur le champ de bataille, il reste 8 jours sur place, et il est sincèrement bouleversé par tout ce qu'il voit, avec un nombre de blessés, notamment parce que les morts, bon, évidemment, mais ce qui est terrible, ce sont ces blessés graves qu'on laisse sur place et qu'on n'a pas les moyens de soigner. Les ambulances sont très insuffisantes, bien entendu. Tous ne peuvent pas être pris en charge. Et 2 jours après la bataille, il y a encore plusieurs centaines de Russes mutilés dans des conditions atroces qui attendent des secours. Les médecins, les brancardiers, les chirurgiens, ai-je besoin d'entrer dans le détail? Vous comprenez à quoi je fais référence, bien entendu. J'étais moi-même hier sur le site de la bataille de Verdun. Je visitais les vestiges de ces ambulances militaires et quand on voit tous ces instruments de chirurgie et tous ces lits de campagne, on imagine, ou plutôt on ose imaginer, l'extraordinaire somme de souffrance de ces blessés au combat. J'avais eu l'occasion de vous parler de la naissance de la Croix-Rouge à propos d'une autre bataille, celle de 1859, Solferino, où on avait vu Dunant complètement effaré par l'extraordinaire violence inhumaine de ces grandes boucheries militaires. Eh bien, on peut dire qu'à Eylau, on est en présence d'un phénomène de ce genre. Il va falloir attendre la bataille de Friedland pour que l'empereur des Français, cette fois, défasse les Russes pour de bon. Et ça, ce sera le préambule à la grande rencontre, vous savez, avec l'empereur Alexandre Ier. Ce sera Tilsit et la signature en juillet 1807 de ce traité qui, pour Napoléon, est un véritable triomphe et qui paraît mettre fin à la guerre entre la France et la coalition. Je dis paraît parce que ça n'était que la 4e coalition. D'autres vont se former. La paix sur le continent européen n'est rétablie que pour quelque temps, très peu de temps somme toute, puisqu'une 5e coalition va bientôt se dresser contre la France dès le début de 1809. Alors, est-ce qu'on peut donc parler d'une victoire française à Eylau? Le champ de bataille reste aux mains des Français, ça c'est incontestable, donc ils peuvent se considérer comme vainqueurs et vous pouvez faire confiance évidemment aux rapporteurs du bulletin de campagne pour célébrer cette grande victoire, et d'ailleurs Napoléon va la présenter comme telle bien entendu, mais les pertes sont énormes. Napoléon n'a pas pu mettre hors d'état de nuire cette armée russe qui a su d'une certaine manière faire retraite à temps. Cette armée gigantesque demeure une menace pour ses troupes et dans Outre-Terre, Jean-Paul Kaufmann rappelle ces mots de celui qui va devenir le ministre de la police de Napoléon dans quelque temps, Savary, qui dit « Une bataille que les Russes prétendent avoir gagnée et que nous ne voulons pas avoir perdue ». Bonjour Jean-Paul Kaufmann. Bonjour. J'ai à grands traits, à la hussarde, si vous me passez l'expression, retracé les circonstances de cette bataille d'Eylau, que vous êtes allé voir, vous, si je puis dire, sur place. Alors, les soldats ne sont plus là, quoique. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Renaud.fr. Franck Ferrand,
14h, 15h sur Europe 1. Le pas cadencé des sans-culottes interprété par le 43e régiment d'infanterie de Lille à l'instant sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de la bataille d'Eylau, c'était en 1807. Et pour parler encore de cette bataille, plus en détail, vous recevez Franck Ferrand, Jean-Paul Kaufmann, journaliste et écrivain et auteur d'Outre-Terre, le voyage d'Eylau, paru chez Équateur. Oui, c'est un très bel ouvrage que nous offre Jean-Paul Kaufmann chez Équateur. C'est une enquête sur plusieurs époques, si je puis dire, et qui raconte comment vous êtes allé vous-même à la rencontre de l'événement. Le journaliste, là, croise l'historien d'une certaine manière, Jean-Paul Kaufmann. Oui, d'abord, c'est un voyage familial. C'est ça ? Nous y sommes allés en famille pour le 200e anniversaire de la bataille au mois de février 2007. Et nous pensions... Il y a 9 ans bientôt. Oui, il y a 9 ans d'ailleurs, oui. Nous pensions d'ailleurs être seuls sur le champ de bataille, visiter ça tranquillement, et nous avons été très étonnés de voir que les Russes, justement, célébraient cet événement. Il y a eu 4 jours de célébration. Les Russes pensent avoir eux aussi gagné la bataille. C'est ça. Alors, comme dans bien des cas, on pourrait citer un grand nombre de cas dans l'histoire. Le plus célèbre est peut-être Marignan, dont les Vénitiens nous disent c'est nous, les Suisses aussi, et les Français n'en parlons pas. Il y a comme ça un certain nombre de batailles dans l'histoire dont la victoire est partagée d'une certaine manière. C'est exactement le cas de la bataille d'Eylau. On peut dire que c'est un match nul. Un match nul avec un léger avantage pour Napoléon, puisque, comme vous le rappeliez tout à l'heure, il est resté maître du champ de bataille. Dans l'art militaire, c'est le signe qu'on a remporté la victoire, mais il n'en est pas très sûr, Napoléon, et il sait très bien, le soir du 8 février, qu'il n'y a pas de quoi crier victoire, parce qu'il faut quand même dire une chose, c'est une vision d'horreur, hein. Le soir du 8 février, c'est un carnage. Et avec la journée, avec le soleil du 9, on va prendre la mesure de l'ampleur des dégâts. Ah oui, tout à fait. Il y a chez tous ces combattants, il y a un dégoût. Ils sont écœurés par ce qu'ils voient. Donc Napoléon va, contrairement à ses habitudes, rester pendant une semaine sur le champ de bataille pour signifier à l'Europe entière qu'il est bien le vainqueur, mais il n'en est pas très sûr. Les collectionneurs de manuscrits holographes ou autographes de Napoléon cherchent tout ce qui peut concerner Eylau pour une raison bien simple, c'est qu'il en parle très peu d'Eylau. Hein. Ça ne fait pas partie de la légende napoléonienne du reste. Surtout pas. Vous voyez, quand il est à Sainte-Hélène, il n'a pas envie d'entendre ce mot Eylau parce que c'est quelque chose, il a failli tout perdre. Vous l'avez rappelé, il a failli être lui-même capturé. Oui, c'est ça. Hein, avec cette poussée là des 4 à 6 000 grenadiers. Et lui, Napoléon, ça on l'a assez dit, il ne peut pas se permettre de perdre. Les rois qu'il affronte peuvent perdre une fois, 2 fois, mais pas lui. C'est un soldat parvenu, c'est un soldat de fortune, et donc... il ne laissera pas sa chance une deuxième fois. Hein. Exactement. Donc... pour lui, ce soir du 8 février, il laisse un goût amer et c'est la raison pour laquelle il va avoir cette idée absolument étonnante d'organiser un concours de peinture pour reconquérir le champ de bataille. Oui, c'est-à-dire qu'on veut en quelque sorte gagner par la propagande ce qu'on n'a pas su gagner par les armes. Oui, exactement. On peut dire qu'il y a un côté presque saugrenu. C'est la première fois qu'il va faire une telle chose. Et ce concours de peinture, va y avoir 27 peintres qui vont concourir. Et on leur demande pas de faire preuve d'imagination. Hein, parce que Napoléon en personne, c'est lui qui va établir le cahier des charges, qui est extrêmement strict.
C'est-à-dire que il faut que l'Église figure au fond du tableau, les maréchaux qui l'accompagnent avec leur tenue, elle est précisée de manière extrêmement méticuleuse. On fournit d'ailleurs aux peintres éventuels un catalogue précis de la tenue de chaque officier, etc. Oui. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est que c'est le lendemain de la bataille. Donc, comme vous le disiez, là, on voit l'ampleur du carnage, l'ampleur de la boucherie, parce que ce qu'il faut dire, c'est que cette bataille s'est déroulée dans un très petit espace, à la différence d'Austerlitz, où le front est 4 fois plus important. Les uniformes, une bonne partie des régiments étaient vêtus de blanc, et puis il y a cette neige qui accentue cette vision d'horreur sanglante. Et donc, les peintres sont chargés de décrire la journée, non pas de la bataille, mais du lendemain de la bataille. Et Napoléon doit figurer comme une sorte de c'est la Clémence de Titus, consolatrice. Voilà, il étend la main. Enfin bon, et il y a quelque chose de très romain dans le cahier des charges en quelque sorte. Oui, tout à fait. Sauf que Gros ne va pas respecter. C'est ça qui est étonnant. Alors ça, c'est les célèbres, mais c'est ça. Oui, alors vous avez tout à fait raison. C'est ça. Pour moi, c'est un peu une énigme. Pourquoi Napoléon, cet homme si intelligent, il voulait que soit camouflée toute cette vision d'horreur, toutes ces mutilations, tous ces cadavres, et finalement, Gros les peint dans toute sa crudité. Hein. Et puis, non seulement ça, c'est que Napoléon ne regarde même pas le champ de bataille. C'est que lorsqu'on regarde les yeux de Napoléon, il plafonne, il regarde vers le ciel. Donc il y a je ne veux pas voir cela, semble dire l'empereur. Donc, on se demande pourquoi il a laissé passer une telle chose. Et Gros était tout à fait inquiet lorsqu'il a présenté pour la première fois ce tableau. Il savait pas quelle allait être la réaction de Napoléon. Et Napoléon a pris sa propre Légion d'honneur et l'a piqué sur la redingote du baron Gros, donc il était satisfait. Il était satisfait parce que peut-être retrouvait-il sur la toile l'espèce d'ambiguïté extrême qu'il avait vécue et qu'il fallait immortaliser d'une certaine manière. Une épopée n'est pas faite que de victoires achevées ou d'échecs définitifs. Il y a aussi comme ça des zones d'ombre, des incertitudes. Oui, vous avez raison, parce que je pense que Eylau est vraiment une bataille hors norme. Elle est inclassable. Et peut-être que pour une telle bataille, il fallait justement un traitement hors du commun aussi, qui est cette peinture que l'on peut voir au Louvre aujourd'hui, qui est une grande machine. Hein, elle est très, très impressionnante. Oui. Et on n'aperçoit pas... C'est ça qui est étonnant aussi, c'est que lorsqu'on le regarde, à chaque fois qu'on le regarde, il y a un détail nouveau qui frappe et qu'on n'avait pas vu auparavant. Oui, ça fait partie de ces tableaux qui sont quasiment inépuisables. Alors ça, c'est le tableau de peinture. Il y a un autre tableau par lequel la bataille d'Eylau est restée célèbre. C'est le tableau de Balzac, bien entendu. Ah, oui. C'est le colonel Chabert. Oui, alors finalement, qu'est-ce qui reste de cette bataille ? Vous parliez tout à l'heure de cette église, oui, elle est toujours là. Ah bon, on va en parler tout à l'heure, oui. Et au fond, la vraie trace de cette bataille, c'est un être imaginaire, c'est le colonel Chabert, qui est ce colonel de la garde, corps d'élite de la Grande Armée, et qui va être donné pour mort lors de la grande charge de Murat, et qui va revenir 9 ans après, dans un pays qu'il ne reconnaît plus. C'est ça aussi. Sa femme s'est remariée, elle a 2 enfants, et ce pauvre colonel Chabert va essayer de récupérer son nom, sa femme, son rang. Mais tout a changé. L'Empire s'est effondré, et puis c'est la période de la Restauration. Donc, en plus de ça, c'est une figure de désordre, ce colonel Chabert, parce que au fond... Et de mauvaise conscience. Oui, puis son épouse, on ne sait pas, son ex-épouse a 2 maris. Et donc, il y a quelque chose qui est insupportable. Donc, il faut que ce colonel Chabert, il comprend très très vite qu'il doit retourner d'où il vient, c'est-à-dire dans le royaume des morts.
Alors dans un instant, à vos côtés et aux côtés de votre famille, Jean-Paul Kaufmann, nous allons aller sur place voir ce qu'il reste aujourd'hui de cette bataille d'Eylau. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous proposez un voyage virtuel, certes, dans le nord de la Prusse orientale, à l'occasion de cette bataille d'Eylau qui a eu lieu en 1807, avec votre invité Jean-Paul Kaufmann, journaliste, écrivain et auteur d'Outre-Terre, le voyage d'Eylau, paru chez Équateur. Eylau, écrivez-vous, Jean-Paul Kaufmann, présente tous les caractères de la catastrophe qui va mener l'empereur insensiblement à Sainte-Hélène. C'est là que les choses commencent à se détraquer. 1807, on est quand même pas mal d'années avant 1814, on est encore 7 ans avant, hein. Oui, on est 5 ans avant la campagne de Russie, oui. Mais il y aura un avant et un après Eylau. Et on prête ce mot à Talleyrand. Après Eylau, l'aigle ne bat plus que d'une aile. Et même physiquement, Napoléon change aussi. Hein, il va devenir plus corpulent, oui, voilà, plus massif, oui. Oui. Bah à la fin d'ailleurs, il sera franchement obèse. Oui. Donc, il y a un avant et un après Eylau, et bon, qui va être évidemment oublié très vite par Friedland, qui est une victoire éclatante, aussi éclatante que Iéna, et puis évidemment par Tilsit, parce que Tilsit, on peut dire que c'est le triomphe diplomatique, là. C'est l'apogée de l'Empire. C'est ça. D'ailleurs, il dit à Sainte-Hélène que c'est le moment où il a été le plus heureux. C'est pas un homme qui a connu tellement le bonheur, Napoléon, mais c'est ce qu'il raconte en tout cas à ses compagnons. Oui, c'est vrai que l'été 1807 a pu paraître comme une sorte d'idéal, d'une certaine manière. On dit que c'est la naissance du roi de Rome, l'apothéose de l'Empire. Je crois que c'est véritablement Tilsit. Alors, vous êtes allé, vous, sur place. D'abord, vous vouliez avoir le point de vue des Russes. Ça, c'est très intéressant parce que on ne connaît, nous avons parlé de la toile de Gros et évidemment du roman de Balzac, mais on connaît Eylau vu du côté français. Et on sait que l'histoire est souvent écrite par les vainqueurs. Comment les Russes l'ont-ils écrite, cette histoire ? Alors ça, en effet, ça m'a beaucoup intéressé. Et à peu près un mois après cette visite du champ de bataille d'Eylau, je suis allé à Moscou, justement pour savoir comment les Russes avaient raconté cette bataille. J'ai retrouvé un document que je cite d'ailleurs dans ce livre, le document Beckendorf. Alexandre Beckendorf appartenait à l'état-major de Bennigsen et il raconte cette bataille en français d'ailleurs, puisque tout le monde parlait le français dans l'armée russe et parmi les généraux. Et on se rend compte que ça ne correspond absolument pas à ce que les Français ont raconté. Alors, il y a quand même une chose qui est... Déjà, les offensives de cavalerie, là, les grandes charges sont quasiment oubliées. On n'en parle pas. C'est ça. Ce qui passe pour être la plus grande charge de cavalerie de l'histoire militaire européenne n'apparaît pratiquement pas dans ce récit de Beckendorf. Oui. Donc, et puis, il y a... La météorologie, c'est à peu près le seul point où ils sont d'accord, les deux parties. Mais pour le reste, on a l'impression que c'est une autre bataille qui est livrée. Alors, néanmoins, les Russes ont une vision peut-être plus équilibrée que la nôtre de ce qui s'est passé. Peut-être plus fine. Plus fine. En même temps, ils ont quand même, quand on fait le décompte de cette bataille, du côté français, et il y a quelqu'un qui a travaillé là-dessus, on pense qu'il y a à peu près 4800 à 5000 morts le soir d'Eylau. Du côté russe, il y en a pratiquement le double, 9 à 10 000. Ils sont plus, il y a une différence en gros de 15 000 hommes. Napoléon disposait de 15 000 hommes de moins que Bennigsen. C'est encore une fois c'est un match nul, une victoire incertaine, demi-défaite pour les uns. C'est très difficile à déterminer, mais du côté russe en tout cas, ils sont tout aussi sonné que du côté français. Parce que Napoléon, il n'y a pas seulement les belligérants, les combattants qui sont sonnés, mais Napoléon est tout à fait stupéfait par la résistance, par l'allant de l'armée russe qui a résisté, qui était un mur vivant devant lui. Et
Napoléon a essayé d'esquiver ce choc frontal, il n'y est pas parvenu, d'où ce nombre de morts exorbitant. Ce que j'aime beaucoup dans la démarche qui devait aboutir à ce livre, c'est que vous êtes allé in situ. Je pense qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour comprendre l'histoire que d'aller sur les lieux et de les fréquenter véritablement. Nous sommes en 1997, écrivez-vous dans le livre, je lance. Dans 10 ans aura lieu l'anniversaire de la bataille d'Eylau. Ce serait amusant de nous y retrouver le 8 février 2007. Un blanc accueille ma suggestion. Encore une de mes lubies. Ton Napoléon, soupire l'un de mes fils. Il ajoute, tu ne crois pas que ça suffit? Tu aurais pu trouver un autre sujet. Classe, on va faire la tournée des spectres, raille l'autre. Ça n'a pas été très bien accueilli, a priori, votre idée comme ça. Non, c'est vrai que ma femme aurait préféré sans doute aller à cette période au Sénégal ou dans un pays plus chaud. Et c'est vrai que lorsque nous sommes arrivés dans cet aéroport de Kaliningrad, là, mais c'était vraiment sibérien. Et ils n'en croyaient pas leurs yeux. Et finalement, et puis c'est un pays quand même qui est assez, en apparence, assez sinistre, rude, rude, et puis il y a une certaine tristesse de cette plaine blanche, et puis finalement, la bonne humeur, l'implacable bonne humeur familiale a suppléé à cette désolation. Vous vouliez retrouver la fameuse église où se trouve l'état-major de Napoléon dans son cimetière, et vous tombez sur une usine maintenant, en fait. Alors oui, c'est la seule trace qui subsiste de cette bataille. Cette fameuse église où se tenait Napoléon, où il était d'ailleurs extrêmement menacé. C'était très périlleux parce que on ne voyait rien ce jour-là. Donc Napoléon il était pas en première ligne, mais il fallait absolument qu'il puisse voir. Donc il était au pied de cette église, dans ce cimetière, et ce cimetière aujourd'hui a disparu. J'ai essayé de retrouver sa trace, et l'église est toujours là. Et on voit cette architecture ogivale qui est extrêmement visible, et ce qui est absolument incroyable, c'est que c'est devenu aujourd'hui une usine. Et une usine, parce que quand on la voit, on se dit elle est à bout de souffle, c'est une ruine, et pas du tout. Alors ça aussi, c'est très russe. Vous voyez, ce côté exténué et en fait extrêmement robuste, solide, résistant. Et donc pour moi, il était absolument impératif d'entrer dans cette église, dans cette usine, et de grimper au sommet du clocher pour voir le site de la bataille. Mais il ne faut peut-être pas révéler fin voilà, exactement. de ce livre. Ne dévoilons pas tout, Jean-Paul Kaufmann. Dans ces champs de bataille, reste beaucoup de traces, évidemment. Hein. Il y a des boucles de ceinture, il y a des baudriguets, il y a des armes qui reparaissent, des restes humains. Ils sont là encore ? Ben oui, alors c'est ça. Vous parliez tout à l'heure de Verdun. On a un peu ce sentiment, cette présence invisible. Dans les jours qui ont suivi la bataille d'Eylau, on a creusé d'immenses fosses. Et on y a déversé des milliers de cadavres. Et puis, on a l'impression que la Terre, un peu comme un volcan, il y a des phases de repos et puis des moments où tout cela travaille très activement et remonte en effet à la surface. Des squelettes, des ceinturons, des boulets, des biscayens. Et chaque année, on retrouve un certain nombre de traces que l'on peut voir d'ailleurs dans ce petit musée tout à fait intéressant. Il y a un musée à Bagrationovsk, puisque ça s'appelle aujourd'hui Bagrationovsk. C'est le nom russe de cette partie de l'ancienne Prusse orientale. Au grand soldat, au grand général, Bagration, bien entendu. Hein. Bah oui, alors Bagration a joué un rôle assez secondaire, mais il fallait trouver un nom, et Staline s'est dit on va donner le nom d'un général russe, et en plus de ça géorgien, il va choisir Bagration. Sur ce titre, il faut que vous l'expliquiez à nos auditeurs. Outre-terre. Alors Outre-terre, c'est Outre-terre un peu comme pour nous Outre-mer, c'est-à-dire que depuis la fin de l'Union soviétique, en 1991, cette enclave de Kaliningrad, qui était autrefois la Prusse orientale, a été annexée par Staline en 1945. Mais aujourd'hui, elle est au milieu de l'Europe. Les gens ne s'imaginent pas cela. Elle est au milieu de l'Europe et elle est séparée. Elle est séparée de la mère patrie. Il faut 600 kilomètres pour
pénétrer à l'intérieur donc de cette grande Russie. Ce qui donne aussi aux habitants de cette enclave de Kaliningrad un sentiment et une identité tout à fait particulière. Ils sont russes, en effet, mais en 1945, on a expulsé tous les Allemands et on a fait venir des quatre coins de l'Empire russe des familles de soviétiques et leurs descendants sont là aujourd'hui, mais ils ont une identité tout à fait particulière, un tout petit peu européenne. Et c'est ça aussi qui était intéressant dans la description de ce pays, de cette outre-terre. Merci infiniment Jean-Paul Kaufmann. Outre-terre, le voyage à Hello, c'est édité chez Équateur. Restez avec nous sur Europe 1. Dans un instant, Franck Ferrand vous donnera les origines de l'expression « le banc et l'arrière-banc ». À tout de suite. Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et aujourd'hui, Franck, pour vous, une question de Jérôme sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Pourriez-vous nous expliquer les origines de l'expression « le banc et l'arrière-banc » ? Alors le mot banc, c'est un mot qui vient de la langue que parlaient autrefois les Francs, le francique, qui a eu toutes sortes de significations au cours des siècles. C'est d'abord une proclamation publique, vous savez, proclamation d'un édit, d'un jugement, etc. C'est de ce sens que viennent d'ailleurs les mots bannissement, mettre au banc, etc. Publier les bancs, bien entendu, qui est un élargissement de cette origine. Ouvrir, fermer le banc, ça désigne au départ le fait de produire une sonnerie ou un roulement de tambour pour provoquer un attroupement qui va permettre justement de faire une proclamation. Alors, ça prend un sens plus guerrier dans l'acception qui intéresse notre auditeur, qui intéresse Patrice quand on parle de banc et arrière-banc. À l'époque féodale, les vassaux, vous savez, doivent assistance à leur seigneur. Ils doivent notamment effectuer un temps de service militaire pour son compte. On appelle ça l'ost. Il forme à ce moment-là le banc. Et quand le seigneur en a besoin, il convoque cette armée de circonstances. On appelle ça convoquer le banc. Et évidemment, lorsque le péril est encore plus grand, eh bien, le seigneur peut procéder à la levée en masse de tous les hommes disponibles, y compris les vassaux de ses propres vassaux. Et ça n'est plus son banc à lui, c'est le banc de ses vassaux. C'est ce qu'on appelle l'arrière-banc, d'où l'expression convoquer le banc et l'arrière-banc. Le terme bannière aussi vient de cette racine. Enfin bon, on en dirait beaucoup et longuement sur le sujet. À partir du 19e siècle, le terme le banc et l'arrière-banc est devenu beaucoup plus familier. Évidemment, il désigne tous ceux dont on peut espérer un soutien ou un appui pour l'accomplissement d'un projet.